Bienvenue dans ce petit déjeuner sur la vidéosurveillance et surtout la vidéoprotection. Vous êtes à peu près moitié-moitié, d'après ce que j'ai compris, secteur privé, secteur public. Je vais animer cette conférence avec Michel Georges qui est là, et puis Virginie Cadieux qui est à ses côtés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contrôle avant. Et notamment, il y a une compétence très particulière sur laquelle on va revenir. Mais ici, j'avais décidé de centrer sur les contrôles CNIL, puisque c'est une nouvelle compétence de la Commission. Et aujourd'hui, il y a une présentation à faire de ces contrôles, parce qu'ils se situent un peu en rupture avec les contrôles préexistants. Je vais aussi centrer cette conférence sur la vidéoprotection. Vous savez qu'il y a eu une évolution de la terminologie. Je salue cette évolution de la vidéoprotection. Je ne résiste pas à dire que le ministère de l'Intérieur dit que c'est lui qui a inventé le mot vidéoprotection. J'en donne acte. Moi, je pensais que c'était moi. Donc voilà. En tout cas, sûrement de manière séparée, parce que nous n'avions aucun contact. Nous avons pensé exactement à la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'on est dans l'ère du temps. Et peu importe, moi, quand j'ai vu le terme vidéoprotection, je me suis dit c'est effectivement une nouvelle position qui me paraît très importante sur le plan juridique. Et je crois qu'on est passé, je n'ai pas utilisé le terme vidéoprotection en tant que tel, je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé un terme beaucoup plus large, qui est en fait les technoprotections. Et ce qui me paraît vraiment très important, c'est une évolution des technologies de surveillance, dont le maître mot est la liberté, à des technologies de protection, dont le maître mot est la sécurité. Et on voit bien ici une nouvelle balance entre le droit à la liberté et donc la vie privée, et le droit à la sécurité et donc la protection. Et c'est dans cette nouvelle règle du jeu, entre surveillance et protection, que se situent les contrôles CNIL. Il y a eu tout un débat, pour ceux qui ont essayé de suivre ça, puisqu'on est à une situation maintenant qui est un peu embarrassante sur le plan jurididique, tout à fait adaptée sur le plan des libertés. Je pense que la Commission est tout à fait compétente sur ce domaine-là. Le mécanisme qui existait préalablement, on va y revenir, sous l'autorité du préfet, l'était aussi. Il y a là une nouvelle avancée quand même, dont il faut se demander si elle doit continuer, ou si elle doit se conjuguer, ou si elle doit régresser. En ce qui me concerne, en quelques mots, c'est que moi j'ai eu la chance de naître professionnellement en même temps que la loi informatique fichier et liberté. Et moi, il me semble que les contrôles CNIL, à côté des autres contrôles, je pense que le fait d'avoir plusieurs systèmes de contrôle dans une démocratie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous propose donc un voyage à travers cette vidéoprotection, un voyage qui est plein d'embûches et dont vous avez nécessairement besoin d'un avocat. Je comprends de moins en moins le droit dans le domaine des technologies avancées. C'est pas trop une coquetterie. C'est pas trop une coquetterie que de vous indiquer que quelque part, à l'américaine, on injecte dans nos systèmes juridiques des technologies, comme celle de la vidéoprotection, ou des traitements automatisés d'informations nominatives, ou des systèmes de traitement automatisé de données. Si je prends la loi sur la fraude informatique, elle ne parle pas d'informatique. C'est son titre. Mais elle ne parle pas d'informatique. Elle parle des systèmes de traitement automatisé de données. La loi informatique fichier et liberté ne parle pas d'informatique. Elle parle des traitements automatisés de données à caractère personnel. Et si je prends la LOPSI 2, on trouve à l'intérieur la vidéoprotection. Et la vidéoprotection, technologiquement, c'est à la fois un système de traitement automatisé de données qui relève donc de la loi sur la fraude informatique et qui nous renvoie à la loi Godefroy. Et puis, ça relève aussi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Ainsi, par exemple, question d'entrée, j'ai un système de vidéoprotection qui est totalement illégal. La CNIL fait un contrôle.
est-elle compétente pour condamner? On est là dans une situation où d'un côté on a une organisation administrative et de l'autre côté on a une organisation vie privée. Si on prend la compétence de la CNIL, 80% de son activité avant la loi de 2004, modifiant la loi de 1978, traduisant la directive 95-46, 80% de la CNIL était orientée secteur public jusqu'à 2004. Et à partir de 2004, 80% de l'activité de la CNIL est orientée secteur privé. Et lorsqu'on a un système illégal, on relève de quelle juridiction? Est-ce qu'on relève des deux juridictions? On aurait tendance à dire oui. Mais deux juridictions veut dire peut-être connexité, peut-être contradiction de décision. En tout cas, il va falloir combiner cet aspect-là. Et à chaque fois, on a des technologies. Ces technologies, elles ne sont pas toutes homogènes. Et il faudra retrouver les lois où ces technologies entrent ou n'entrent pas. La vidéoprotection entre dans la loi informatique Vichy Liberté. La vidéoprotection, par exemple, entre dans la loi sur la fraude informatique. Mais si je prends, par exemple, les textes particuliers à la fraude en matière de défense nationale, la défense nationale parle, elle, d'informatique. Et donc, quelque part, un système numérique de vidéosurveillance ou un système numérique de vidéoprotection, c'est bien un système informatique au sens de la législation de la défense nationale sur la protection des systèmes d'information. Donc, vous voyez qu'il va falloir combiner aujourd'hui toutes ces règles-là, et c'est assez compliqué, puisque nous ne sommes pas homogènes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ce que fait le législateur, ou le gouvernement, c'est d'intégrer du droit de cette technologie-là à l'intérieur des corpus, aux juristes de manière plus générale de s'y retrouver avec cela. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même redessiner une harmonisation dans ce cas de figure. Nous avions une première difficulté, c'était qu'est-ce que c'était que la vidéosurveillance au regard de la loi informatique et liberté. Maintenant, on a une deuxième difficulté, on a toujours une difficulté de fond, mais on a une deuxième difficulté qui est la vidéoprotection au regard maintenant des procédures de contrôle et de sanctions. Donc la CNIL, forte de cette nouvelle compétence, a réalisé 230 contrôles portant sur les dispositifs de vidéoprotection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres contrôles avant, il y en avait. J'ai ici différents éléments. Les statistiques que j'ai pu recevoir donnent que pour les commissions départementales, il y avait eu en 2011 584 contrôles. Donc, les 230 contrôles de la CNIL qui sont apparus, ce qui a rendu la situation un peu singulière, c'est qu'il y a eu quand même, il y a beaucoup de vidéoprotection qui sont en situation de légalité, disons-nous, approximative. Donc, la problématique, c'est la légalité des systèmes de vidéoprotection et, de manière générale, de la protection des personnes filmées. Sachant qu'aujourd'hui, n'importe qui filme. Et par exemple, pour les people, et chacun d'entre nous aujourd'hui est un people, il suffit de me rejoindre sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore, ce serait temps de devenir mes amis. En plus, j'ai des tweets, j'ai créé un tweet qui s'appelle hashtag DH virtuel, où j'essaye de mettre en place une charte des droits de l'homme au niveau mondial. Et aujourd'hui, n'importe qui peut être filmé. En une seconde, vous êtes filmé et hop, sur Twitter, retweeté, et vous apparaissez au monde entier. Ce qui veut donc dire que la vidéo, elle est entre les mains du public, elle est entre les mains des professionnels, et elle est entre les mains, bien évidemment, des pouvoirs publics. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Vous pouvez maintenant dénoncer n'importe quelle caméra qui est mal présentée. Donc on est dans un monde qui est un monde de régulation par le film ou par l'image. Toujours en termes de problématiques, un autre point qui est important, c'est qu'attention, on est quasiment à la position finale de la proposition de règlement qui va mettre fin au règne de la directive 95-46 en Europe et mettre un nouveau texte. Et dans la proposition de règlement, vous avez Privacy by Design. Et Privacy by Design, ce n'est pas qu'une formule, c'est bien un élément qui fait que vous devez prendre en compte les domaines informatique et liberté d'entrée.
Et ces domaines informatiques et libertés, ils s'appliquent à la vidéoprotection comme ils s'appliquent à la vidéosurveillance. Si on fait court, c'est plus complexe que ça, mais si on fait court, vidéoprotection dans le domaine public, vidéosurveillance dans le domaine privé. Je sais qu'il y a il y a un abîme entre les deux. Mais restons pour l'instant à ce niveau-là. Dans tous les cas de figure, qu'on soit sur le secteur privé ou qu'on soit sur les secteurs publics, la loi informatique, fichiers et libertés, elle s'applique. Et les droits de l'homme numérique, notamment l'article 1er, la loi est au service de chaque citoyen, s'applique. Et donc une caméra numérique, c'est d'abord et avant tout un traitement automatisé de données à caractère personnel, qui va entrer donc très naturellement dans le cadre de la proposition de règlement. Quelles sont les tendances auxquelles on va avoir affaire? Si je donne les tendances, c'est que le regard que vous avez, à la fois en tant que politique et en tant qu'économiste, en tant qu'industriel et en tant que juriste, c'est la multisurveillance. C'est-à-dire que l'on passe aujourd'hui d'un système où tout le monde est en situation de surveillance, et surtout en situation de surveillance ex ante. Jusqu'à maintenant, il y avait toute la surveillance, c'était une surveillance plutôt ex post, de type enquête, où les gens étaient effectivement innocents, et certains éléments qui pouvaient faire penser, dans le cadre d'un faisceau concordant d'indices, qu'il y avait des gens en situation de commettre des infractions, et c'est cela qui était enquêté, en tout cas surveillé. Nous quittons une société où il y a des innocents, dans lequel certains sont un peu moins innocents que d'autres, à une société dont tout le monde est coupable. Le problème de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance, c'est qu'on passe d'un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Deuxième élément extrêmement pernicieux, pardon du terme, parce qu'il demande à mon avis un débat. Non pas qu'en ce qui me concerne, j'ai une quelconque critique à faire, mais la vidéo-analyse et la vidéo-analyse prédictive est extrêmement intéressante. On continue à avancer dans les technologies. Après, effectivement, en Angleterre, le détecteur de mensonges, lorsqu'on appelait la sécurité sociale anglaise, et on vous donne taper 1, taper 2, taper 3, et à un moment donné, on vous dit vous allez être mis sous détecteur de mensonges, et les gens raccrochent. Ça a entraîné quand même une baisse de la fraude de manière extrêmement importante. Le logiciel américain, dont il y a une expérience en Angleterre, qui permet de prédire effectivement de manière non nominative, les lieux d'infraction. Mais je vous rappelle que le non nominatif, lorsqu'il est comportemental, entre dans le cadre de la sphère informatique et liberté, puisque dans la proposition de règlement, les comportements, même s'ils ne sont pas identifiants, mais qui peuvent être rapportés à une personne, entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la réglementation informatique et liberté. Donc avant, la summa dividio, c'était si c'est anonyme, c'est pas informatique et liberté, et si c'est identifiant, direct ou indirectement, c'est informatique et liberté. Maintenant, c'est plus vrai. La personnalisation anonyme, l'anonymat, dès le moment où il est comportemental, devient un élément, entre guillemets, informatique et liberté. Donc, la vidéo prédictive et de manière générale, la vidéo-verbalisation sont les suites de demain, mais déjà expérimentées aujourd'hui, de l'utilisation de la vidéoprotection. Et enfin, le couplage avec d'autres technologies, le son, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle est impressionnante. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Si vous tapez Alain Bensoussan biométrie, vous retrouverez donc 24 heures sur 24 et je fais une présentation d'un système, celui d'Accenture, dans lequel nous avons été à leur laboratoire que nous avons tourné pour MyDSI TV. Et le système m'a reconnu en quelques secondes, sur 60 millions de personnes. Donc, avec un taux d'erreur qui reste extrêmement faible. Le seul endroit où le système s'est trompé, il a reconnu tous les gens, dont moi. La seule différence sur moi, c'est qu'il s'est trompé sur mon âge, mais il faut dire aussi que je triche un peu. Je vous propose de regarder le périmètre des contrôles opérés par la CNIL, les manquements constatés par la CNIL, la suite des contrôles
et puis les tendances 2013 annoncées par la CNIL. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le périmètre juridique, compliqué par excellence, de regarder le périmètre technique et de regarder le périmètre géographique. Et si vous devez retenir qu'une seule chose, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est de vous méfier maintenant dans les droits des technologies avec les périmètres techniques. C'est un véritable enfer. Hein. Et nous sommes aujourd'hui dans la tradition, nous sommes au milieu de deux courants, qui est la tradition anglo-saxonne d'une part et la tradition romano-germanique d'autre part. C'est-à-dire que la tradition anglo-saxonne veut que la loi commence par une suite de définitions. Et vous remarquerez que dans les directives maintenant, vous avez les principes, et puis derrière, tout de suite, vous avez un article 2 qui est définition. Ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir deux textes qui, vus du plan économique, présentent exactement le même domaine, mais vus du plan juridique, sont totalement différents. Ça vous donne, je n'y résiste pas, des choses que tous les mails ne sont pas des courriers électroniques et tous les courriers électroniques ne sont pas des mails. Là, c'est par exemple la situation la pire de ce que j'ai pu voir comme exemple. Bien, vous avez la même chose aujourd'hui avec la vidéoprotection. C'est-à-dire que si le point d'entrée technique est clair, la caméra, le point de sortie, lui, est bien plus complexe. Un exemple sur les zones masquées. Vous devez masquer un certain nombre de zones. Le fait que la caméra sur la zone masquée l'introduise dans la caméra, la zone masquée, ou que le masque soit fait sur traitement sur le centre serveur, la différence, c'est que pendant un instant de raison, qui est la partie télétransmission, vous avez la possibilité d'une intervention, ici une récupération par des hackers ou par n'importe quelle personne mal intentionnée, qui va récupérer la totalité de l'information. Ainsi donc, le droit au masquage, qui est un droit fondamental pour la protection de la vie privée, doit-il être à l'émission, c'est-à-dire à la prise de vue, ou doit-il être effectivement à la conservation? Rien qu'en fonction de ça, vous avez une énorme différence. Sachant que la notion de traitement automatisé sur informatique et liberté, je vous rappelle, ce n'est pas la conservation ni l'exploitation, c'est la visualisation. Hein? La visualisation est dans la définition. Donc, est-ce que la caméra qui ne masque pas à l'entrée n'est-elle pas une caméra illégale? Et qu'à ce moment-là, puisque le masque est obligatoire, pour la protection de la vie privée, l'ensemble effectivement du système ne se trouve non conforme. Vous vous rendez compte jusqu'où va aujourd'hui l'analyse technique au regard d'un principe qui est celui très simple de la protection de la vie privée. Donc le périmètre juridique, il est clair, quoique. Il est clair parce qu'on a le Code de la sécurité intérieure, et dans ce Code de la sécurité intérieure, on a une précision expresse qui est la suivante. La Commission nationale informatique et liberté peut, sur demande de la commission départementale, du responsable du système ou sa propre initiative, donc les trois possibilités d'agir, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à l'autorisation préfectorale le concernant. Jusqu'à là, on peut discuter. Et selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celle de la loi du 6 janvier 1978. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. On aurait pu, c'est ce que demandait la CNIL au départ, me semble-t-il, se limiter à utiliser la puissance de contrôle de la Commission, qui a un département enquête, qui a un département expertise. Ici, on voit bien qu'on va avoir une dualité d'approche. C'est-à-dire qu'on aura le régime de la présente loi, donc le Code de la sécurité intérieure, et le régime informatique et liberté. C'est très ambigu comme formulation. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi informatique et liberté qui s'applique à la vidéoprotection? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a d'une part la réglementation de la vidéoprotection et la réglementation informatique et liberté, et lorsque la CNIL revient, elle revient avec la casquette du contrôle Code de sécurité intérieure et du contrôle informatique et liberté, c'est une deuxième analyse, ce qui ne revient pas du tout même. Ou est-ce que ça veut dire que la Commission nationale informatique et liberté, qui ne perd pas sa compétence générale et qui n'est pas là en bureau de contrôle, entre guillemets, sous-traitant par rapport à sa puissance de contrôle, mais est là simplement dans l'ensemble de ses prérogatives d'autorité administrative indépendante. Et c'est, me semble-t-il, un des éléments des premiers contrôles
c'est que la CNIL se trouve être doublement compétente sur un contrôle, alors que les commissions départementales ne seraient que monocompétentes. Parce qu'elles, c'est sûr, elles ne peuvent pas, bien évidemment, intervenir au niveau d'informatique et liberté. Donc, le fait d'avoir pris cette rédaction-là, me semble-t-il, c'est un élément, si rien ne se fait, qui va repousser les commissions départementales quelque part à un système extrêmement limité. Elles étaient déjà limitées, mais aujourd'hui, avec cette plénitude de compétences de la CNIL, elle devient effectivement le contrôleur le plus adéquat par rapport à l'ensemble des objectifs de protection, puisque là, on passe outre la division secteur privé, enfin, domaine privé, domaine public. Le périmètre technique, maintenant. Alors, le périmètre technique dans lequel les contrôles ont été opérés, c'est d'abord le respect de l'autorisation. Donc, dans le respect de l'autorisation, il y a un dossier technique sur lequel on pourra revenir. Ce dossier précise l'ensemble des paramètres techniques de la vidéoprotection qui est mise en œuvre localement. Et dans le cas de ces commissions font un travail préparatoire, en fait. Et donc, dans la mesure où cette autorité préfectorale est délivrée, la CNIL contrôle, tout simplement, elle a fait un contrôle sur pièce, à partir d'un contrôle in situ, des éléments. Le contrôle de la légalité, ici, ne se présente pas sur le document, c'est bien le contrôle, me semble-t-il, de l'exécution de cette autorité préfectorale. Et là, elle a pu remarquer qu'il y avait des écarts. Deuxième problème, beaucoup plus important. Alors, je ne dispose pas, moi, de toutes les informations liées à toutes les commissions et de tous les rapports. Mais il est apparu une problématique très claire de masquage des zones privées. Et vous savez bien que la vidéoprotection donc, dans les lieux publics est une vidéoprotection qui est organisée de telle manière à ne jamais porter atteinte à la vie privée. Donc les caméras sont placées de telle manière qu'elles ne puissent pas être en ligne avec des actions privées. Reste que parfois, pour pouvoir protéger le secteur public, le domaine public, il faut malheureusement de tirer sur une ligne qui va frapper un secteur privé, une porte ou un immeuble. C'est souvent des immeubles qui ne sont pas très très loin. Donc il faut masquer les zones privées. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on en est là, sur le plan de la technique. Qu'est-ce qu'on appelle masquer une zone privée? À partir de quand le masquage doit être opéré? Comment on s'assure de la réalité de ce masquage? Et notamment, la CNIL s'est intéressée à la notion de zone privée. Troisième élément beaucoup plus simple, qui est la durée de conservation des images. Là encore, vous connaissez cette durée, j'y reviendrai. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle n'est pas trop courte? Est-ce qu'elle n'est pas trop courte, cette durée? On peut se poser cette question-là au regard d'abord des personnes et surtout au regard de l'impératif de protection. Et là encore, on a énormément de différences. Regardez. Où sont tombés les crimes pour l'instant? Mais prenons les délits. Sur des choses importantes, on peut considérer que pour les crimes, il y a des enquêtes de police, on va mettre en place une puissance d'ordre public qui est en relation avec l'infraction. Mais prenons les contraventions. Les contraventions, il y en a de toute nature et l'État ne peut pas chasser toutes les contraventions. C'est pas possible. Il en prend quelques-unes en fonction de sa politique pénale. Alors qu'a priori, on va s'occuper de tous les meurtres, bien sûr, tous les assassinats. Sur la politique de contravention, de délit, le délai de prescription, c'est 3 ans. 3 ans, on peut se poser la question s'il est long ou court. Mais c'est une sorte de droit au pardon. On dit au bout de 3 ans, si la société ne s'est pas intéressée à ce délit, c'est prescrit. Pour certains délits, on sent bien que ça peut paraître aujourd'hui court. En tout cas, que la demande sociale de protection peut la trouver comme courte. Si ce délit est réalisé par le moyen de l'Internet,
de manière générale, par un système de réseau de communication électronique. À ce moment-là, notamment de réseaux ouverts au public. Il y a une loi sur les FAI et les hébergeurs, sur les intermédiaires, qui dit qu'ils doivent garder les données de connexion pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des délits dont la règle de fond, on a 3 ans pour agir, pour que la société réagisse contre cette atteinte à l'ordre public, mais on dit à cette société, si tu fais pas, tu ne travailles pas tout de suite dans les 1 an, et que tu arrêtes la preuve, alors la preuve n'existe plus. Donc ça revient quasiment, si on n'est pas dans la logique de l'aveu, à une réduction de la puissance de l'ordre public de réaction à 1 an. On peut dire 1 an, c'est long, c'est court, au regard du droit à la transparence d'un côté et du fait que rien n'est apparent sur l'Internet de l'autre. Et si maintenant on arrive à la vidéoprotection, on dit c'est 1 mois. Qu'est-ce qui fait que, globalement, c'est 1 mois? Le fait que ça soit plus visible, les images? Oui, mais enfin, on sait bien que maintenant, il y a tellement de caméras et tellement d'images que le problème n'est plus les caméras, mais c'est les images. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les regarder, qui ont le temps de les regarder? Est-ce qu'1 mois n'est pas trop court? C'est-à-dire qu'on va avoir des délits qui vont se prescrire parce qu'on passe par un réseau de télécommunications à 1 an, et si on passe par une caméra dans ce réseau de télécommunications, à 1 mois. Donc vous voyez qu'il est intéressant de repositionner les durées de conservation, non pas purement technicien 1 mois, mais de se reposer la question de l'ordre public et de cette protection de l'ordre public. C'est qu'on considère que le système de vidéo est tellement invasif, que la prise d'image est tellement forte, alors que n'importe qui peut prendre des images maintenant. Et je pense que le fait que, par exemple, que les policiers puissent aujourd'hui filmer dans les opérations d'arrestation, c'est un plus, parce qu'ils vont pouvoir aussi se défendre face à des films qui seraient pris de manière un tout petit peu particulière, dirons-nous. Voilà. Donc là, on se retrouve sur un contradictoire, entre le contradictoire de n'importe quel citoyen à effectivement filmer une zone événementielle, au titre du droit à l'actualité, et effectivement la police de filmer effectivement une agression dans laquelle elle subit, et qui lui demande une réaction en tant que représentant de l'ordre public. Donc vous voyez que la durée de conservation est une problématique. Durée de conservation qui, par ailleurs, peut faire que le système, alors là c'est le pire, le système de vidéoprotection est aussi un système de vidéosurveillance. C'est-à-dire que les caméras, puisque maintenant il y en a des systèmes où il y a 10, 20, 30, 50 caméras, les caméras numériques, certaines sont dans le domaine public, certaines sont dans le domaine ouvert au public, privé ouvert au public, et certaines sont dans le domaine privé. Et là encore, la logique de la durée de conservation n'est peut-être pas forcément les mêmes. L'information des personnes filmées, ça c'est plus simple, et les mesures de sécurité entourant le dispositif. Là, c'est intéressant, les mesures de sécurité intéressant le dispositif. Et c'est lié au champ d'application des 2 lois. Si vous êtes sur le champ d'application de la sécurité intérieure, vous n'avez pas de règles très particulières sur la sécurité du système de vidéoprotection. Vous n'avez pas vraiment spécifique. Vous avez des choses. Enfin, vous avez surtout le texte majeur. C'est l'article 1er qui dit que la sécurité est un droit fondamental. Donc à partir de là, la sécurité est un droit fondamental, c'est-à-dire de valeur constitutionnelle. Il est clair que là, il y a quelque chose sur la sécurité de très haut niveau. Mais dans le détail, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas l'article 34 de la loi informatique et liberté, qui fait que les systèmes de sécurité d'information nominative sont des systèmes à obligation quasi de résultat, puisque vous devez prendre toute précaution utile au regard des risques du traitement automatisé de données. C'est donc dans la mesure de sécurité entourant le dispositif que la CNIL intervient au titre de la sécurité intérieure, mais qu'elle a la puissance de cet article 34 qui est énorme. Il permet quasiment de tout protéger, l'article 34. Et demain, le 34 bis, qui aujourd'hui est limité aux opérateurs de télécommunications, c'est le 34 bis, je vous rappelle que c'est les failles de sécurité,
Pour les failles de sécurité, l'obligation de communication à la CNIL n'existe que pour les opérateurs, si je fais simple, les opérateurs de télécommunications, alors que dans le cas de la proposition de règlement, donc en 2016, la règle sera généralisée à l'ensemble des responsables de traitement. Et ainsi donc aux opérateurs, bien évidemment, responsables de traitement d'un système de vidéoprotection. Les contrôles, je vous les ai mis en dessous, donc là c'est le périmètre technique des contrôles. Les contrôles elles-mêmes, 75% auprès du secteur privé. Donc on est plutôt dans de la vidéoprotection dans des caméras pour des domaines ouverts au public. Le secteur public stricto sensu, 25% et 15% dans le cadre de l'instruction des plaintes. Voilà le périmètre géographique qui a été mis en place par la CNIL au niveau de ces contrôles. Je vous ai fait une photographie des contrôles, le cadre juridique dans lequel ils se situaient, le débat pour lequel je pense que, en tout cas moi, si j'ai, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de dossier, ça vient d'avoir un. Je ne résisterai pas à faire une QPC là-dessus. Je sens que sur le plan juridique, ça va être extrêmement intéressant. Donc regardons les manquements. Et regardons à travers les manquements la réglementation. C'est une conférence sur les contrôles CNIL, pas sur la vidéoprotection en tant que telle. Mais à travers les contrôles, l'idée c'est de cheminer à travers la réglementation de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. Je vous propose de regarder les graphiques, de faire un focus sur les obligations relatives à la vidéoprotection sur la voie publique, de faire un focus cette fois-ci sur la vidéoprotection sur les lieux ouverts au public, de faire une synthèse des formalités, ça me permettra de revenir à la question de monsieur sur l'autorisation préfectorale. Et je vous propose de regarder quelque chose qui est intéressant, qui sont le partenariat fait par la CNIL avec l'Association des maires de France. Et ça aussi, c'est une tendance générale, c'est les partenariats qui sont faits entre les hautes autorités, ou en tout cas entre des autorités de régulation ou de représentation professionnelle ou politique. Le résultat qui est quand même le plus surprenant, c'est le 1 et le 2. Et ça provient d'une incompréhension du régime juridique, et ça provient aussi, me semble-t-il, d'un régime juridique complexe. Absence d'autorisation au renouvellement préfectoral, 30%. Bon. Ça, c'est pas très élevé, me semble-t-il. J'étais même assez surpris. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a d'autres taux. Mais je pensais que le taux d'illégalité était plus grand. Il était plus grand d'abord parce qu'il y en a énormément, et ensuite de ça parce que la préoccupation, notamment par exemple des collectivités locales, n'était peut-être pas suffisamment forte. En tout cas, semble-t-il, la prégnance des libertés, c'est plutôt encourageant, 30%. Par contre, le deuxième, lui, est intéressant dans les manquements de regarder comment c'est fait. Donc, absence de déclaration à la CNIL, 60%. Alors, le système, est, comme ça fait supérieur à 100, ça ne vous a pas échappé, c'est que les niveaux de critères sont les uns par rapport aux autres. L'absence de déclaration à la CNIL portant sur des parties du dispositif relevant de la loi informatique et liberté, c'est ça le point clé. C'est ça le point clé. C'est que globalement, la dualité des systèmes n'est pas comprise. Et la plupart des gens qui ont une autorité préfectorale ne pensent pas à informatique et liberté, et ceux qui ont informatique et liberté ne pensent pas relever du système de dualité. Et donc, on va revenir là-dessus. Je vais revenir sur les autres chiffres quand on va retrouver le système. Sur le plan technique et sur le plan politique, ça me paraît assez simple. Sur le plan politique, on est dans le domaine public, donc c'est l'État. L'État et tous ses démembrements. Et lorsque l'on est dans le secteur privé, c'est le responsable de traitement. Reste que
on n'a pas voulu encore généraliser la vidéoprotection sans limite. Or, la demande sociale, me semble-t-il, qui est importante, est une demande sociale pour de la vidéoprotection partout. Le terme lui-même, protection, l'emporte. Beaucoup de concitoyens et beaucoup de citoyens disent « mais je ne comprends pas pourquoi ma rue n'a pas la caméra alors que la rue de mon voisin l'a ». Parce que la demande sociale est une demande de protection. La finalité, c'est la prévention des actes de terrorisme, l'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. C'est permettre de constater les infractions aux règles de la circulation et c'est assurer la sécurité d'installations utiles à la défense nationale. On sent bien qu'il y a un cadre de finalité qui est restreint, très large quand même, mais restreint, à une demande qui pourrait être une demande sociale de protection, quelles que soient les infractions, c'est-à-dire tout le code pénal, pour les parties délits et crimes. Les acteurs, c'est les autorités publiques, et il y a une garantie, c'est la protection de la vie privée. Procédé de marquage irréversible des zones privées. Et là, il faut aussi, c'est ce qui explique la complexité, c'est que la notion de zone privée n'est pas une façon simple. Elle ne se déduit pas du contraire de la zone publique. Et la notion de vie privée n'est pas non plus une solution simple, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Un mot qui doit être redit, c'est que ce n'est pas parce que je suis en déplacement public que je ne suis pas en vie privée. Donc la notion de garantie de vie privée n'est pas si simple que cela. Les destinataires, personnes habilitées par autorisation préfectorale dans le cadre de leur fonction, personnel formé, sensibilisé. Donc là, on est dans un domaine assez particulier du matériel qui peut porter atteinte à l'ordre public. La durée de conservation, 1 mois maximum. Et puis en cas de contentieux, extraction des images. Les formalités préfecture et l'information des personnes par panneau d'affichage. Alors, si on fait de nouveau un focus sur les lieux ouverts au public, la sécurité des biens et des personnes, concept peu clair. Je voudrais attirer votre attention sur le terme sécurité. Le terme sécurité est un terme aujourd'hui qui est un vrai défi pour les spécialistes. Et ce qui est vrai, c'est que l'intérêt d'avoir fait un code de la sécurité intérieure est quand même un élément qui va amener de la cohésion dans le cadre du droit à la sécurité. Enfin, le code sur la sécurité intérieure regroupe quand même des choses qui sont très différentes les unes des autres. Et je voudrais vraiment attirer votre attention qu'avant les événements du 11 septembre, la sécurité était un concept qui était plutôt une sécurité accessoire. La sécurité, effectivement, des biens, la sécurité des médicaments, la sécurité du travail. Donc, des éléments de la sécurité qui étaient pris, associés avec une autre règle avec laquelle elle se conjuguait. Avec la loi sur la sécurité intérieure, avec la LOPSI 2, comme on dit aujourd'hui, mais elle existait avant. Donc vous avez l'article 1er qui dit que la sécurité est un droit fondamental. À partir de cet article 1er, on a toute une réorganisation d'une notion du droit à la sécurité. Et c'est là qu'intervient ici des lieux ouverts au public. Par exemple, est-ce que cette salle est un lieu ouvert au public ? Mais pour vous dire que ce n'est pas si simple. Une question qui me suis posée, j'ai considéré que c'était une zone privée. Donc si on regarde la sécurité des biens des personnes, ce n'est pas un concept si clair que ça. Identifier les auteurs de vol ou d'agression, là c'est beaucoup plus clair. Encore que le mot agression lui-même est ambigu par rapport à différents éléments du code pénal. Les acteurs, vous les connaissez. Les destinataires, vous les connaissez. La durée de conservation, de nouveau 1 mois. Encore que là, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de raison que ça soit 1 mois, parce que ce mois-là n'existe pas dans la vidéosurveillance. Puisque la durée de conservation, la CNIL, elle remet aussi 1 mois, faisant un lieu de 1 mois un élément fondamental. Mais il n'y a pas de texte stricto sensu en tant que tel. En cas de contentieux, les garanties, c'est interdit d'installer les caméras à l'intérieur des cabines d'essayage ou des toilettes, par exemple.
Les systèmes ne doivent pas être utilisés pour s'assurer que le personnel fait correctement son travail. Encore que, là encore, tout ça n'est pas si clair que ça. N'est pas si clair que ça. La caméra sur un hôtel ouvert au public. En bas, on voit bien qu'on est ouvert au public. Les ascenseurs, face aux ascenseurs, la plupart du temps, maintenant, il n'y a pas de portillon ni rien. Est-ce que quand je suis face à l'ascenseur, je suis encore en position de vie publique, ouvert au public? Quand je suis dans l'ascenseur, la question se pose. Et quand je suis au 3e étage, dans le couloir, il y avait un débat avec les commissions départementales. Est-ce que la caméra qui est dans le couloir, au 3e étage de l'hôtel, est une caméra de vidéoprotection ou une caméra de vidéosurveillance? Sachant que la personne qui se trouve au 3e étage de l'hôtel n'est pas forcément un client de l'hôtel. Ça peut être une visite. Jusqu'où on marque la fin du ouvert au public et le début du fermé au public. Et voilà des questions qui sont pas si neutres, puisque je vous rappelle qu'il y a des sanctions pénales derrière. Donc les formalités, si les caméras filment des lieux non ouverts au public, eh bien on est en CNIL, et si les lieux sont ouverts au public, on est en préfecture. Et là, pour ces cas-là, il y a une information, consultation des instances représentatives du personnel qui est obligatoire. Enfin, dernier élément, les panneaux d'affichage pour les clients. On retrouve là la règle du domaine public et l'information individuelle des salariés qui peuvent se retrouver sur le champ des caméras. On a une affaire intéressante là qui vient d'être rendue par la CNIL à propos sur la galerie des Arcades des Champs-Élysées, dans lequel se trouvaient toutes les problématiques, c'est-à-dire que les caméras se trouvaient à l'intérieur du poste de visualisation des écrans. Alors ensuite, la synthèse des formalités, qui est un peu compliquée, mais je vous propose, pour pouvoir apprécier la suite, je vous propose cette clé de lecture. J'ai bien conscience que la critique que je faisais tout à l'heure d'incompréhension de certaines parties de la circulaire va réapparaître ici, de vouloir mettre dans un seul slide toute la subtilité du système. Mais moi, il me semble que globalement, les opérateurs peuvent commencer à travailler de cette façon-là. Donc la voie publique, autorisation préfectorale, les lieux ouverts au public, autorisation préfectorale. Et moi, ce que je dis pour les lieux ouverts au public, c'est que vous avez intérêt à faire une déclaration CNIL. Que la règle de sécurité et de précaution fait que vous avez intérêt à doubler. Pour les lieux non ouverts au public, déclaration CNIL, c'est évident. Pour l'établissement scolaire, les abords, autorisation préfectorale, mais là encore, on peut se demander s'ils n'ont pas intérêt à faire une déclaration CNIL. Les établissements scolaires, pour l'intérieur, déclaration CNIL. Les lieux communs ouverts au public dans un immeuble d'habitation, là, il y avait un vrai débat à un moment donné. Parce que, restons sur ce débat-là. Il y a 3 débats, en fait. Il n'y en a pas 2. Parce qu'on dit la loi de 95, la loi de 78. Mais il y a encore autre chose qui intervient. C'est la notion de code pénal et, entre guillemets, le droit de la police et de la gendarmerie lorsqu'il intervient dans des zones. Notamment, est-ce qu'il peut intervenir dans un parking? Est-ce qu'il peut intervenir dans un jardin qui se trouve devant un immeuble? Vous voyez? Donc il y a aussi d'autres zones qui elles-mêmes vont être définies par d'autres droits et qui réagissent. La notion de lieu commun ouvert au public renvoie au hall d'un immeuble, renvoie au parking et à différents endroits qui peuvent être ambigus au sens de la qualification juridique. Les lieux communs non ouverts au public dans un immeuble d'habitation, ça c'est les caves par exemple. Les domiciles personnels qui aujourd'hui posent une difficulté, sont hors champ, semble-t-il, et qu'il faudra peut-être les mettre dans un champ. Et puis le droit personnel avec les salariés qui renvoie à la déclaration CNIL. Et notamment la décision de la CNIL est intéressante, la décision de la CNIL sur les arcades sur les Champs-Élysées. Elle est intéressante cette décision parce que là encore, je voudrais faire un commentaire à chaud avec toutes les réserves que peut avoir
c'est la délibération du 3 janvier 2013 sur le syndicat des copropriétaires Arcade des Champs-Élysées. Cette décision est intéressante parce que il y a un certain nombre de caméras, beaucoup, d'après ce que j'ai compris, une cinquantaine, sauf erreur de ma part, enfin, peu importe le nombre, enfin beaucoup. Et là-dessus, si vous voulez, il y a un lieu où sont visualisés tous les écrans. Et là-dessus, il y a une caméra qui suit le personnel qui visualise les écrans. Comme ce personnel était souvent, semble-t-il, enfin en tout cas c'est ce que disait le responsable du traitement, souvent absent, et qui pouvait s'absenter, dirons-nous, il y avait une caméra pour être sûr, donc une caméra qui surveillait les gens qui surveillaient les caméras. Donc il y avait d'abord la nature juridique de cette caméra. Et puis, deuxièmement, il y a de savoir si cette caméra, comment elle se positionnait. Ce que disait le responsable du traitement, c'est que pour pouvoir effectivement assurer la sécurité, il avait besoin de savoir si les gens sont présents. Ce n'est pas ce que dit la commission. C'est pas ce que dit la commission. D'abord, la commission aurait pu dire que dans ce lieu ouvert au public, la caméra qui était dans le lieu de visionnage était aussi une caméra ouverte au public. À partir de quand une caméra, là aussi sur le plan technique, c'est ça que je vous dis, méfiez-vous, hein, c'est un système quand même qui est assez compliqué. On pourrait considérer par exemple que, et c'est ce que font la plupart des gens, hein, très naturellement, ce qui vous explique le 60, c'est lorsqu'une caméra est ouverte au public, qui se trouve dans le même système qu'une caméra qui est fermée au public, la caméra qui est ouverte au public, elle suit en fait, elle absorbe l'ensemble des éléments. En fait, ce n'est pas la position, semble-t-il, prise par la commission. Il y avait un débat, me semble-t-il, sur certaines commissions départementales. Mais difficile aussi d'avoir tous les éléments. Et là, qu'est-ce que dit la CNIL? Elle dit elle ne veut pas de caméras qui sont permanentes dans le contrôle des salariés. Et elle dit si l'objectif de sécurité allégué n'est pas en lui-même critiquable, donc de contrôler les gens qui contrôlent, il ne saurait prospérer pour justifier la mise sous surveillance constante des salariés affectés à la sécurité, sauf à en démontrer la nécessité au titre du principe de proportionnalité. Ben, là encore, moi je suis très... Si effectivement il n'y a personne devant les caméras, ces caméras ne peuvent pas jouer leur rôle de protection de sécurité. Donc de mettre pour ces personnes-là une caméra, c'était absolument pas contraire, me semble-t-il, au principe de proportionnalité. Vous voyez que là, l'application du principe de proportionnalité, il est quand même un peu ambigu. Puisque là, il y a condamnation, et puis il y a sanction pécuniaire, et puis rente publique. Ma recommandation, si vous admettez que la loi de 78 absorbe la loi de 95, lorsque la loi de 95 n'est pas totalement respectée, ou lorsque la loi de 95 a la double dualité, alors la réponse est oui. En tout cas, ma recommandation, c'est clairement, si les deux caméras, parce que si les caméras, si le circuit des caméras est séparé technologiquement, moi, il me semble que on fait une formalité de manière séparée. Mais si le circuit des caméras est multiple, je pense qu'il faut les deux formalités sur le même. Le système, il est censé être à un abîme. D'un côté la loi de 95, de l'autre côté la loi de 78. Ce qui relève de l'autorité préfectorale ne relève pas de l'autorité informatique et liberté. Clairement. Les deux systèmes sont indépendants l'un de l'autre. Ils sont totalement indépendants. Quand est-ce qu'on a la dépendance? Quand est-ce que la loi de 95 est indépendante de la loi de 78? Voilà. Clairement. Pendant des années. Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à rapprocher les textes et qu'on a commencé à avoir un débat que vous trouverez clairement dans la circulaire? Madame a raison. Mais moi, la circulaire, je l'ai relue, je l'ai commentée, hein, pour ceux que ça intéresse, et je ne m'y suis pas trouvé à l'aise. Je ne me suis pas trouvé à l'aise compte tenu de la finalité des mots, compte tenu de la finalité des technologies. La seule chose où je me suis trouvé à l'aise, c'est lorsque on est en mode glace. Voilà. Alors que la caméra renvoie sur une image sur l'écran et qu'il n'y a pas d'enregistrement. Là, c'était clair. Mais dès le moment où j'ai un enregistrement futile de quelques secondes, moi, je trouve que
rédacteurs de la circulaire ne m'ont pas convaincu de ce qu'ils avaient écrit. Mais comme on ne peut pas discuter avec les gens de la circulaire, ce qui est dommage, il faudrait qu'on aille devant les tribunaux pour qu'on s'explique. Voilà. Mais moi, je ne veux pas avoir raison, je suis totalement neutre. Complètement neutre. Hein. Moi, je ne défends pas une thèse. Donc, la loi de 95-78, autonome. Clairement autonome. Pas de discussion. Et si on est dans un système qui est dans le domaine public, merci, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que le premier contact, le premier rapprochement se fait? C'est lorsqu'on est dans la loi de 95 et qu'on conserve les images. Et qu'on les conserve, allez, 20 secondes, 30, 40, 50, 2 jours, 4 jours. À partir de quand un système de visualisation directe devient un système de visualisation enregistrée? Et dès qu'il devient un système de visualisation enregistrée, moi il me semble, alors là je le dis avec aucune provocation, mais il me semble qu'il est à la loi 78 et qu'on va m'expliquer que ça c'est pas un traitement au sens de l'article 2 et que c'est pas un traitement au sens du traité de Lisbonne. Il faudra qu'on me l'explique, que quelqu'un me l'explique, mais je l'entendrai, sachant qu'on appelle traitement la simple visualisation d'un écran. Un des points qui est important, sur lequel je voudrais revenir, c'est la mise en œuvre pratique. Et notamment, vous allez avoir l'étude d'impact dans la proposition de règlement, vous allez faire la notion de risque, vous avez Privacy by Design, mais les chartes d'éthique me paraissent intéressantes. C'est-à-dire que malgré la loi de 78, malgré la loi de 95, malgré le couplage, il a été réduit nécessaire de mettre encore un droit mou, qui sont les chartes. Je vous ai mis quelques références des chartes et on voit bien l'importance de ces chartes parce qu'elles sont à propos du personnel qui visualise et de manière générale, qu'est-ce qu'on fait des informations. Et je crois que c'est intéressant de faire une charte dans le domaine. Alors, rapidement, les contrôles CNIL. Eh bien, là encore, je me suis posé une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. C'est jusqu'où va la compétence de la CNIL en matière de sanctions par rapport à la vidéoprotection. Parce que lorsque la vidéoprotection et la vidéosurveillance ne forment qu'un, la compétence de la CNIL est acquise. Est-ce qu'elle est plus large que ça? Sachant que c'est sanctionné pénalement. En tout cas, lorsque on a une dualité loi de 78, loi de 95. La CNIL récupère la totalité, me semble-t-il, de sa positionnement. Et dans le cadre, on le voit dans le cadre de la décision de janvier 2013, je ne sais pas si ça avait été relevé ou non, la caméra qui est sanctionnée, c'est la caméra qui se trouve à l'intérieur du champ de visualisation des personnes. Donc là, vous voyez bien, dans le schéma de synthèse, avertissement, audience, sanction, recours, ou mise en demeure, audience, sanction, recours. Et dans le cas qui nous intéresse de Arcade des Champs-Élysées, ça a été une mise en demeure avec publicité. Sur les sanctions de mise en demeure, vous avez 30 mises en demeure prononcées, dont 3 concernant spécifiquement les dispositifs filmant la voie publique. Mais ce n'est pas complètement clair encore. Je ne sais pas si c'est clair pour les spécialistes. Une sanction pécuniaire, un avertissement, et en 2013, donc, une sanction pécuniaire. Quelles sont les tendances, rapidement, qui a été annoncées? C'est continuer, effectivement, à contrôler les dispositifs qui concernent un nombre important de personnes et contrôler les dispositifs de vidéo-verbalisation, qui, eux, posent un problème complémentaire. Alors le GPMSE, c'est une fédération avec 2 syndicats. Pourquoi 2 syndicats? Un syndicat qui représente les activités de télésurveillance, qui nous a été rendu obligatoire par la création du CNAPS, où là il fallait que nous siégions en tant que représentants des sociétés de télésurveillance. Donc on a coupé finalement GPMSE en 2. Donc GPMSE, c'est le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Dans la sécurité électronique, on a toute la partie installation et maintenance, que je représente aujourd'hui. Et on a également la partie télésurveillance. Donc, je vous prie de m'excuser, il y a eu une petite erreur dans le logo.
c'est le GPMSE installation et maintenance qui parle aujourd'hui devant vous. Alors, électronique, c'est la vidéo, bien entendu, le contrôle d'accès, également les systèmes de ronde, de détection d'intrusion, enfin tout ce qui concerne finalement la sécurité des biens des personnes. Bien entendu, une démarche déontologique. Nous avons une charte d'acceptation de nos adhérents et des règles internes de fonctionnement. Très bien. Alors, je vais présenter très rapidement la société que je représente aujourd'hui. Donc, je représente la société A7 Security et également TKH Security Solutions. Ces deux sociétés font partie du groupe TKH, qui est un gros groupe dont la maison mère se trouve aux Pays-Bas et qui comprend 70 filiales. Au sein de ces 70 filiales, il y a donc A7 Security International et TKH Security Solutions, qui sont donc des sociétés fabricants de systèmes de solutions, donc pour l'un fabricant de systèmes intégrés de solutions et pour l'autre fabricant et distributeur de solutions de vidéoprotection. Nous sommes implantés surtout au niveau européen. Nous intervenons, ou du moins nous proposons des solutions sur différents sites, aussi bien au niveau du ministère, donc sites plus publics, et puis également sites privés tels que les banques, les transports. Nous avons des clients qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, donc banques, retail, sites sensibles, aéroports, SNCF. Voilà, nous avons différents représentants ici, clients finaux qui sont présents, ainsi que des clients installateurs et intégrateurs qui sont présents dans cette salle. Notre philosophie chez A7 Security et TKH Security Solutions, c'est vraiment d'être auprès de nos clients via tout ce qui est hotline, services d'assistance technique, commerciale et également des formations. Nous organisons beaucoup de formations auprès de nos installateurs et intégrateurs parce qu'il nous semble important de pouvoir, en tant que fabricant, leur apporter les éléments nécessaires pour pouvoir installer au mieux auprès des clients finaux. Donc l'objectif de notre intervention aujourd'hui, c'est par rapport justement, nous ce que nous aimons, même si nos clients sont les installateurs et les intégrateurs, c'est avec eux aller auprès des clients finaux pour avoir un petit peu les remontées et savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est comme ceci que nous avançons et que nous progressons ensemble, notamment avec les contrôles. Alors, des commissions départementales pour tout ce qui relève du public, mais également des contrôles CNIL qui se sont énormément étendus sur la dernière année et qui vont encore s'étendre. Il nous paraît important d'être auprès des clients finaux et d'avoir des remontées notamment des clients qui ont été contrôlés, mais aussi de voir auprès des clients finaux ce qui va et ce qui ne va pas dans leur installation. Et tout ceci, bien évidemment, avec les installateurs et les intégrateurs. Donc en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste recensé notamment des exemples de défaillances constatées par la CNIL lors de contrôles. Quelque part, aujourd'hui, on s'interroge sur le rôle d'information et de conseil que peut avoir l'installateur, l'intégrateur, et pourquoi pas même le fabricant auprès de l'installateur, pour que, lorsqu'il y a un contrôle, tout se passe au mieux. Donc en fait, on a recensé tout ce qui n'allait pas, les défaillances qui pouvaient arriver, et la question est de se poser comment on peut apporter ce rôle d'information auprès des clients finaux, de l'exploitant, qui n'a pas forcément tous les éléments en main. On a beaucoup parlé des masquages, Maître Bensoussan l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est une problématique aujourd'hui et je pense qu'on va aller de plus en plus lors des contrôles vers la problématique masquage. Ce que nous, on a retenu, c'est que les opérateurs ne doivent pas avoir la main sur l'invalidation du masque, que dans l'idéal, la programmation des masques doit être protégée par un mot de passe, et puis aussi toute la problématique
au niveau du masque, le masque doit être fait au niveau à la source, c'est-à-dire au niveau des caméras et non au niveau des stocks, des enregistreurs notamment. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la personne en charge du traitement responsable, oui, mais aujourd'hui, il nous paraît logique qu'il y ait un devoir moral pour l'intégrateur, l'installateur, mais aussi le fabricant, de bien informer le client final. J'ai répertorié des exemples de défaillances qui ont été relatés par l'exploitant, donc le client final. Donc là, je vous laisserai lire, hein, vous avez les documents, je vais aller relativement vite. Voilà, en gros, par exemple, l'installation permet difficilement d'identification la nuit, notamment dans les zones insuffisamment éclairées. Certaines caméras n'ont même pas d'alimentation, donc là on peut se poser la question du contrat de maintenance. Alors parfois, effectivement, vous allez me dire, certains clients, certains exploitants ne vont pas prendre de contrat de maintenance, donc il est difficile de pouvoir suivre le dispositif et l'installation lorsqu'il n'y a pas de contrat de maintenance. Mais parfois il y a un contrat de maintenance et il est mal suivi. Et voilà, donc c'est vrai que quelque part, si juridiquement l'installateur n'est pas responsable, quelque part il y a peut-être un devoir moral. Donc il y a d'autres exemples. Voilà, sur les conseils notamment, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On voit au travers de ces exemples et au travers des par rapport aux témoignages que nous avons eus des exploitants qui sont vraiment en attente aujourd'hui de conseils et d'informations. Voilà, donc on a même des absences d'autorisation préfectorale. Donc ce qui est étonnant, c'est que l'installateur, effectivement, normalement, ne devrait pas installer s'il n'y avait pas d'autorisation, notamment au niveau du secteur public. Voilà, donc je laisse la parole à Michel Georges. Bien, dans ce que vient de dire Virginie, je rebondis. Un exemple simple, une installation, avec le micro. Un exemple simple, une installation pour laquelle il n'y a pas de maintenance. On pourrait être tenu responsable de ne pas avoir proposé de contrat de maintenance. En revanche, on ne peut pas être tenu responsable si le client, in fine, décide de ne pas souscrire au contrat. Donc, vous voyez, ça, c'est des aspects pour lesquels nous, on a un certain nombre d'obligations, de devoirs de conseil auprès de nos clients. Alors là, c'est toujours, c'est pas nous qui le disons, c'est pas nous intégrateurs, c'est un exploitant qui dit l'intérêt serait d'avoir un maître d'œuvre qui livre le projet clé en main, conforme à la loi, avec un service après-vente pendant le délai de garantie de l'installation. Bon, il y a un petit mélange un petit peu parce que la garantie, elle est obligatoire, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, le service après-vente, pendant l'année de garantie, bien sûr, il doit avoir lieu, mais je pense après, tout au long de l'utilisation de l'installation, moi, il nous semble en tant qu'installateur que l'installation doit être maintenue. Alors, un certain nombre d'éléments que nous prenons en compte lors de l'établissement de nos offres, l'arrêté du 3 août 2007, qui est quand même assez détaillé sur les installations relevant de la voie publique ou de lieux ouverts au public, évidemment les recommandations de la CNIL, le Code du travail pour tout ce qui est évidemment la surveillance des personnels. Et d'ailleurs, j'avais un petit exemple sur ce que commentait Maître Bensoussan sur une caméra, par exemple, qui filmerait dans un commerce la zone de caisse. Donc d'un côté, on a une surveillance qu'on pourrait définir comme permanente de l'employé, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est sur un lieu ouvert au public, mais qui défend sa vie privée. Et on voit les deux personnes. Sauf que on a eu un exemple tout à fait récent qui date de la semaine dernière, où un de nos adhérents nous a remonté une information suite à un contrôle CNIL, qu'en fait on ne peut pas, la caméra ne peut pas surveiller la caisse avec la personne qui est derrière et la personne qui est devant. Alors, on ne sait pas bien pourquoi, c'est une disposition qui date du 23 janvier, qui est tout à fait récente, parce que en fait, ils arguent du problème qu'on surveille la personne en permanence, la personne qui travaille, l'employé du commerce. Donc en fait, on ne doit pas surveiller la personne qui est devant, la personne qui est derrière, mais uniquement la caisse. On ne voit pas bien l'intérêt derrière, après, pour remonter une malveillance ou une malversation. Enfin, voilà un exemple clair où là, la caméra, une seule caméra, a priori relèverait de la loi de 78 et de la loi de 95.
Autre règle que l'on prend en compte, c'est la R82. Ça, c'est un référentiel édité par le CNPP, mais c'est une certification volontaire qui n'a aucune exigence réglementaire. Oui? Oui, si je peux me permettre, quelle force ont ces dispositions de la CNIL, matière juridique? La CNIL qui vous envoie une circulaire, c'est quoi? C'est une circulaire? C'est un avis? Ah non. Ah non. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas, elle vous condamne. Sous réserve d'appréciation souveraine après du Conseil d'État. C'est ça le problème, c'est pas une circulaire. Elle vous dit, la CNIL a pris une position relevant de ce fameux article 1, hein, l'informatique est au service de chaque citoyen. Donc effectivement, on a le problème que vous indiquez est un très joli problème. On a ce problème avec les banques, dans lequel, pour les manipulations de fonds, où la caméra, il faut qu'on voit si les fonds ont été remis ou non, qu'est-ce qui a été remis. Et donc, on a ce problème pour toutes les caisses, et notamment dans les remises de fonds. On a aussi, j'ai ce problème-là pour tous les clients qui font des ouvertures, là on trouve les cartes bancaires, enfin, il y a de l'argent partout. Enfin, tous ceux qui manipulent de l'argent, on trouve les casinos. Et les casinos, si on surveille, on ne peut pas surveiller les mains, ça ne sert à rien. On a le même problème pour les jeux. Les personnes qui sont en train de déclarer, qui sont en train de jouer au poker et qui, voilà, pour lutter contre les tricheurs, oui. Donc ce problème-là, mais on sent bien là encore. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même, il ne faudra jamais oublier que ce qui est important, c'est le bon sens. Et le bon sens, on l'a anobli, là où je suis un peu plus gêné, par le principe de proportionnalité. C'est ça qui pose problème. Ce principe de proportionnalité, c'est le droit subjectif qui entre cas par cas. Mais la position de la CNIL, on le sent bien. La position de la CNIL, c'est de dire que les caméras ne doivent pas permettre de surveiller tous les salariés, sinon ces salariés-là seraient en situation de cas particulier de surveillance. Et de l'autre côté, on a les impératifs de sécurité. Je ne prends même pas la loi de 95, je parle de banque, les impératifs de sécurité pour lutter contre la fraude. En fait, il y a 3 lois qui viennent. Il y a la lutte contre la fraude, le blanchiment, il y a la 95 et la loi de 118. Sur le plan strictement juridique, hein, en l'état actuel, l'installateur, le fabricant et l'installateur n'est pas responsable. Alors, il n'y a pas que la vidéosurveillance, hein, ça a déjà été jugé sur la biométrie, ça a été déjà jugé sur des systèmes de sécurité pour lesquels le bijoutier n'avait pas demandé autorisation des IRP. Donc, pour l'instant, en l'état du droit, c'est le responsable du traitement ou le déclarant au sens de la 95 qui est responsable à 100%. En l'occurrence, l'installateur n'a pas à se préoccuper préalablement de l'existence ou non d'un respect de la réglementation. Pour illustrer ce que vient de dire Maître Bensoussan, on a le cas d'un technicien qui, devant l'exploitant, dit la porte, qui est une zone qui devrait être masquée parce que privative, non, finalement, il faut qu'on la voie pour tel et tel motif. Alors là, Dylan, le technicien, connaît évidemment la réglementation, il dit non. Donc nous, ce que l'on conseille, parce que c'est toujours pareil, on a quand même un client en face, hein, qu'il faut satisfaire, c'est de lui donner l'outil pour derrière faire le paramétrage qui lui semble bon. Mais on a quand même un vrai problème de conscience de paramétrer un système dont on sait qu'il n'est pas conforme aux exigences réglementaires. Et ça, on le voit quand même assez fréquemment. Autre cas d'un contrôle CNIL, une chaîne de magasins franchisés, aucune déclaration faite. Alors que l'installateur avait bien pris la précaution d'indiquer, c'est pour ça que je le marque ici, celle-ci doit être faite très en amont, donc l'information de conseil, au moment de la proposition commerciale. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas l'avoir dit. Mais à un moment donné, la mise en service, nous on appuie sur le bouton, derrière, on a un transfert de propriété de l'installation de l'installateur vers l'exploitant, et à partir de là, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, on lui a dit qu'il fallait que, mais c'est de sa responsabilité. Ça reprend exactement ce qui vient d'être dit. Alors évidemment, on tient un peu le porte-plume souvent, parce que le client n'a pas forcément toutes les informations nécessaires à remplir les documents, etc. Et enfin, c'est lui qui en porte la responsabilité. Mais c'est vrai qu'on l'aide, on remplit les documents, et c'est lui qui signe parfois. Donc on pourrait aller jusqu'à une convention entre l'exploitant et l'installateur pour bien définir les limites juridiques et de responsabilité de chacun. Bon, cela dit, après ça devient compliqué. Moi je suis plutôt partisan d'une obligation de conseil formalisée, actée, signée au moment de l'offre. Et puis après
après, chacun prend ses responsabilités. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à la fois un fabricant et un représentant des installateurs pour voir comment ils se positionnent à travers notre propre débat, vous voyez. Pas si simple. Hein. On vous a donné quelques éléments, effectivement, notamment là, on s'adressait plus particulièrement aux installateurs. Quels étaient les textes de référence proprement dit au niveau juridique. J'en reviens donc à cette sécurité et TKH Security Solutions. C'est ce que je vous disais au début, ont pour philosophie d'apporter des services à leurs clients, que ce soit le SAD, hotline, formation. En 2013, on souhaite vraiment intensifier ces cycles de formation auprès de nos clients, que ce soit technique, commercial, mais également un volet juridique. Et surtout, avec le GPMSE, ce que nous aimerions, c'est ouvrir un livre blanc ouvert au public. Le but, c'est de pouvoir participer, de mutualiser les expériences de chacun et ayant pour finalité de faire en sorte que lorsqu'il y a que les dispositifs qui soient mis en place le soient mis le plus judicieusement possible au regard de la loi et que lorsqu'il y a un contrôle, que ce soit via les commissions départementales de l'île, que tout se passe au mieux parce que nous avons tous intérêt que ça se passe au mieux, que ce soit l'exploitant, l'installateur, l'intégrateur ou le fabricant. Donc vous avez une petite fiche, d'ailleurs à ce propos, dans le dossier que nous vous avons remis, une feuille mobile. Nous vous invitons à la remplir et à nous la remettre. Comme ceci, si vous souhaitez davantage d'informations ou si vous souhaitez participer donc, à ce livre blanc, nous vous enverrons les informations avec grand plaisir. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Et si moi j'avais à dire quelque chose, et d'où l'importance du livre blanc, c'est-à-dire que le livre blanc, il aura trois éléments, me semble-t-il. Il aura de faire cette démarche éthique, parce que l'idée c'est quand même que tout ça se passe bien dans l'intérêt du citoyen et du justiciable. C'est le but. Que les installateurs ne soient pas en danger de condamnation à chaque fois, en se demandant si à chaque fois il y a une réclamation, il faut faire une déclaration d'assurance et autres. En termes de sinistrabilité, c'est pas terrible, parce que même s'ils ne sont pas condamnés, ils vont avoir une augmentation de leur prime de sinistre. Donc c'est l'intérêt qu'on a demandé à la participation de gens du terrain. Et puis ça va permettre aussi, peut-être, quelque part, de prendre en question les pouvoirs publics en disant faites quelque chose. Faire une GV ministère de l'Intérieur, CNIL, pour que, bon, il suffirait d'un rien pour dire que la 95 est exclusive de la 78. Je ne sais pas si... la réponse est là, le ministère de la Justice aussi, donc c'est compliqué, honnêtement. Mais continuez, hein, les tenants de la 95 exclusive, continuez. Moi, je suis un observateur. Je suis neutre. Honnêtement, je suis neutre. Je me sens capable de plaider les deux. Voilà, merci beaucoup. Merci de cette participation.